Bonjour à tous, ici Guillaume et dans cette nouvelle vidéo je ne vais pas être tout seul puisque j'ai rendez-vous juste derrière dans la tour Bitexco qui est l'une des tours les plus iconiques de Saigon, là où je vais rencontrer Antoine qui est gestionnaire de patrimoine et donc qui accompagne les expatriés dans leur carrière à l'international afin d'investir de manière efficiente et de préparer leur retraite. Donc on va parler notamment de fonds de pension de retraite à l'étranger pour les expatriés, on va parler d'immobilier à l'étranger pour les expatriés et on parlera aussi de gestion de fortune et de patrimoine. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à consulter dans la barre de description. Je vais mettre quelques ressources et aussi un formulaire qui nous permettront de rester en contact. Vous pourrez ainsi m'en dire plus sur votre projet d'expatriation, sur comment vous comptez gérer vos investissements et aussi comment vous comptez préparer votre retraite. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans le bureau avec Antoine. Donc nous voilà maintenant dans le bureau avec Antoine. Antoine, merci pour l'invitation. La dernière fois on s'était rencontrés, je me rappelle la première chose qui va me marquer, c'était la vue. Je vais vous montrer là quelques images. C'est vrai que d'ici on a une sacrée vue sur le District 1. C'est clair, c'est clair. C'est sympa, la Bitexco, c'est un peu l'immeuble iconique d'Ho Chi Minh et donc on est content d'être ici et de t'accueillir. Exactement. Et donc ouais, la dernière fois, on avait vraiment creusé ensemble les sujets pour un expatrié, comment on fait durant toute sa vie, en fait, durant toute sa carrière à l'étranger, pour mettre en place des solutions pour justement faire grossir notre épargne. Aujourd'hui, on est au Vietnam. J'imagine que tu travailles avec des expatriés partout dans le monde. Comment tu les aides justement sur les notions de fonds de pension à l'étranger, d'investissement, si potentiellement des expatriés sont plus sensibles à investir dans l'immobilier. Comment vous les aidez, comment vous les accompagnez aussi sur investir en bourse, comment vous travaillez avec eux au jour le jour, est-ce que tu peux un peu nous... Ouais, alors moi je travaille surtout sur la partie Asie du Sud-Est, il n'empêche que effectivement le groupe pour lequel je travaille, Devers, est présent partout dans le monde et donc on est effectivement capable d'accompagner toutes les nationalités sur à peu près tous les continents et principalement sur les sujets d'épargne et d'investissement. Quand je dis épargne, c'est comme tu le disais, on est en tout cas en tant qu'expatrié dans une logique qui est un peu différente par rapport à notre pays d'origine. Ça compte notamment pour les Français où on a un système de retraite qui est différent et c'est le gros sujet moi que je traite ici, c'est-à-dire ça représente peut-être 60 à 70% de mes clients qui viennent me voir et puis qui me disent bon bah je cotise plus en France ou je cotise en France via la CFE mais j'ai peut-être un problème de confiance aussi sur le long terme. Que sera ma retraite dans 20, 30 ou 35 ans et donc bah, je veux mettre en place une solution alternative. Comment je fais ça? Et surtout ce modèle-là de retraite à l'anglo-saxonne est très démocratisé. Chez eux, c'est normal d'aller, entre guillemets, démarcher le bon plan d'épargne retraite et de s'assurer de la rentabilité, de la performance et des garanties. Alors qu'en France, on repose beaucoup sur un système, on va dire, déjà en place. Et on n'a pas vraiment cette réflexion d'aller un peu creuser et d'aller nous-mêmes mettre en place des solutions pour protéger et en tout cas pour préparer notre retraite. Ouais. Donc justement, dans les faits, comment ça se passe pour, disons, un Français à l'étranger, comment il fait comme ça pour petit à petit se cumuler une retraite et la faire fructifier? Alors ça ressemble effectivement au plan de pension qu'on peut retrouver aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et l'idée c'est de dire, je m'impose entre guillemets une discipline financière et sur mon salaire, tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans, en tout cas à intervalles réguliers, je vais mettre de l'argent de côté. En général, une somme qui est fixe d'ailleurs. Et je vais dire, bah, sur le long terme, je vais comme ça constituer un patrimoine, un capital, et le jour où j'ai envie d'arrêter de travailler, bah, ça fera partie de mes sources de revenus sur lesquelles je pourrais compter à ce moment-là. Et donc, bah, ensuite, notre métier à nous, parce qu'on est aussi courtier, c'est de dire, comme tu disais, benchmarker un peu les différentes options qui sont disponibles pour eux, pour les expatriés ici, et puis bah, en fonction de leurs circonstances, de leurs impératifs ou de leurs contraintes, essayer de trouver celle qui correspond le mieux à leur profil. Et donc on va dire bon ok,
quelles sont tes problématiques en termes d'accès, quelles sont tes problématiques en termes de flexibilité, combien est-ce que tu te sens prêt à investir tous les mois, etc. Et en fonction de ces critères-là, essayer de sélectionner le meilleur véhicule. À la fin, une fois qu'on a déterminé le meilleur véhicule, ensuite on a plutôt un métier de gestionnaire de portefeuille plus classique ou de gestionnaire de patrimoine. Et l'idée c'est de dire ok, sur ces 500 ou 1000 ou 2000 euros que tu mets de côté tous les mois, finalement comment est-ce que je vais les organiser, sur quel type d'actifs est-ce que je vais les investir, quel type de croissance est-ce que je vais obtenir, quel niveau finalement de volatilité ou de risque est-ce que je suis prêt à supporter, et en fonction de ces critères-là, et en fonction évidemment aussi des circonstances personnelles de nos clients, finalement essayer de définir le portefeuille qui correspond le mieux à son profil. D'accord. Donc, est-ce que l'argent est bloqué sur une certaine durée? Est-ce que la personne peut sortir de l'argent? Est-ce que c'est... Ouais, alors c'est une bonne question. En fait, il existe pas mal d'options disponibles. Et c'est ce que je disais, c'est aussi là qu'on intervient en tant que courtier et en fait en tant que comparateur. L'idée, c'est aussi de dire, parce qu'il existe plein d'options avec plein de caractéristiques différentes. Et donc, ces critères-là sont évidemment importants pour nous. Il y a certains plans qui sont très flexibles. Dès le jour 1, finalement, je vais mettre 500 euros. Si j'ai envie de les récupérer le lendemain, je peux les récupérer. Il y en a d'autres qui vont bloquer tout ou partie de la somme sur le moyen ou le long terme. Il y en a qui vont être hybrides et qui vont dire ok, les premiers mois finalement vont être bloqués sur le long terme, mais le reste est ensuite accessible. Pareil pour la flexibilité des contributions. Certains plans sont contraignants et vont dire ils sont engageants et vont dire bon ok, on a dit qu'on mettait 500 ou 1000 euros par mois, tu t'engages à le faire au moins pendant une période en général. D'autres sont beaucoup plus flexibles, ils vont dire qu'est-ce que tu veux mettre 500 ce mois-ci, 2000 le mois prochain et 0 le mois d'après, c'est possible aussi. Okay. Donc il y a une multitude d'options et notre métier c'est aussi de sélectionner la meilleure. Et est-ce que c'est possible par exemple pour quelqu'un qui est jeune, qui est prêt entre guillemets à prendre beaucoup de risques, d'être plus investi sur des marchés actions, et par contre quelqu'un qui vient dans l'âge et qui commence à avoir une position un peu plus défensive, de corriger un peu le tir et de devenir moins investi, d'être plus investi en obligations? C'est ton rôle aussi comme ça d'aiguiller la personne tout au long de sa vie pour qu'elle soit confiante dans les performances du plan C'est exactement ça, la deuxième partie de notre métier, c'est-à-dire la partie gestionnaire de patrimoine, le gestionnaire de portefeuille, en fonction des circonstances de notre client, de l'évolution de son appétence au risque, parce que évidemment on n'a pas la même appétence au risque quand on est célibataire, qu'on a 25 ans, qu'on commence sa vie professionnelle, ou quand on en a 50, qu'on a des charges importantes, qu'on a potentiellement des échéances importantes, des enfants à envoyer à l'université, etc. Et donc tout au long de la durée de vie de ce plan d'épargne, on va faire évoluer la répartition. Peut-être effectivement en général, en tout cas le cas classique, au démarrage être plutôt investi sur des fonds en actions, en tout cas sur des actions, qui traditionnellement ont un potentiel de croissance qui est plus important, mais des risques de volatilité qui sont plus forts aussi. Et puis, plus en fait on accumule du capital et plus son appétence au risque diminue, parce qu'encore une fois, on a des circonstances personnelles qui influent sur ce goût du risque entre guillemets. Plus on va se rediriger en général vers des fonds obligations, voire même vers des fonds en liquidité ou en bons du trésor, qui vont générer évidemment un peu moins de croissance, où on n'a rien sans rien, mais qui vont être plus sécurisés. L'idée étant de dire, si à un moment donné il arrive une correction ou un crash, comme ça vient d'arriver et comme ça va certainement arriver à nouveau dans les 10, 15 ou 20 prochaines années, je suis bien protégé, j'ai sécurisé en tout cas mon épargne pour pouvoir y accéder au moment où j'en ai vraiment besoin. Okay. Donc ici, en ce moment, on est au Vietnam, donc je vais plus prendre le cas d'un expatrié qui est présent au Vietnam. Ici, on a des banques qui sont pas forcément très solides. Au niveau des classements Moody's, elles sont pas super bien notées. Justement, où est-ce que sont domiciliés ces fonds? Est-ce que c'est au Luxembourg, en Europe? Est-ce que aussi tu peux nous parler un peu de
de la partie fiscale pour quelqu'un qui est à l'étranger? Est-ce qu'il doit payer des impôts tous les mois sur les plus-values que le fonds va générer? Comment ça se passe? Ouais, alors, un des avantages d'être expatrié, c'est que du coup, on a aussi disons un horizon, en tout cas des possibilités beaucoup plus larges. Ça veut dire concrètement que je peux choisir l'endroit où je vais investir, où je vais épargner. Donc on va effectivement travailler avec des juridictions qui en général offrent deux gros avantages. Une protection des investisseurs et disons d'une manière générale une stabilité politique qui est forte. Donc évidemment pas trop des pays en développement avec des systèmes politiques qui sont pas forcément hyper stables. On écarte en général ces options-là. Ça c'est le premier critère de choix. Le deuxième critère de choix, c'est aussi une fiscalité qui est douce. Et de dire, voilà, finalement, moi je veux aussi que mon épargne, elle puisse croître librement dans des bonnes conditions fiscalement parlant. On fait quand même attention à la compliance entre guillemets, alors pardon pour l'anglicisme, mais en tout cas à la compatibilité entre les juridictions avec lesquelles on travaille et la nationalité ou le potentiel futur lieu de résidence des clients avec qui on va travailler. Je te prends l'exemple par exemple des Bahamas. Si en tant que résident fiscal français on rapatrie de l'argent qui vient des Bahamas, l'administration fiscale va nous taxer à 75%. Okay? Ça veut dire que pour nous c'est rédhibitoire. Un client français qui vient nous voir, on va pas le faire travailler avec les Bahamas. Donc effectivement, ça sera principalement l'Europe, en général des pays qui ont des accords de non-double taxation avec la France, et donc ça peut être le Luxembourg, ça peut être la Grande-Bretagne, notamment les îles anglo-normandes, ça peut être même l'île Maurice, enfin bref, il y a ensuite pas mal d'options qui encore une fois dépendent du profil de notre client. Ok, c'est bien, tu nous as donné un bon aperçu du métier. Est-ce que maintenant tu peux parler un peu plus de la partie plus wealth management, donc gestionnaire de fortune, gestionnaire de patrimoine? Tu conseilles tes clients sur l'investissement, notamment en bourse. Donc est-ce que tu peux justement nous parler de ça? À quel type de client tu t'adresses? Alors, en fait, on peut le différencier en deux sujets. Parce qu'on a pas mal parlé de la partie épargne, où effectivement on va créer un portefeuille. Celui-là en général va évoluer, et puis on a ce qu'on appelle l'effet dollar cost averaging, c'est-à-dire tous les mois en fait j'investis la même somme, en général c'est comme ça que ça fonctionne, et donc finalement je lisse déjà la volatilité sur le long terme. On a un autre sujet qui est plutôt le sujet d'un investissement ponctuel, parce que les gens voient plutôt comme le portefeuille en lui-même, c'est-à-dire j'ai une somme X que je veux investir, et donc quels sont les actifs que je vais choisir pour pouvoir travailler. Là encore, l'idée c'est de prendre en compte à la fois la partie conjoncturelle, ou en tout cas la partie financière, économique du marché d'une manière générale, quels sont les signaux qu'on capte, et donc comment on réagit à ces signaux. C'est une partie évidemment importante de notre métier, et on a pour ça aussi, c'est la force du groupe, des analystes qui nous accompagnent sur ces sujets-là, qui nous font régulièrement des points sur quels sont les secteurs qu'on s'attend à voir croître, quels sont ceux au contraire qui sont peut-être plus à risque. Et donc nous, notre métier c'est de relier ces informations-là à nos clients, et en fonction de là où ils sont investis, peut-être leur conseiller de vendre ou d'acheter. Et puis une partie qui pour moi est presque aussi importante, voire même peut-être parfois plus importante, c'est à nouveau les circonstances personnelles de nos clients. Un client qui me dit moi je vais rentrer en France dans 1 an et j'ai un projet immobilier à ce moment-là, ça fait peut-être 10 ans qu'il est en train de cotiser sur son plan d'épargne, je sais que je vais avoir besoin d'accéder, n'importe quoi, pour un apport IMO à 50 000 euros. Là pour le coup il y a évidemment les facteurs conjoncturels et économiques qui rentrent en compte, mais là ma priorité c'est plutôt des facteurs personnels, et de dire ok, il faut que je sécurise 50 000 euros parce que je sais que j'en aurai besoin dans 1 an. Comment je fais ça de manière efficace?
pour le coup, il faut savoir choisir le bon moment, quels sont les bons actifs à vendre au bon moment pour pouvoir sécuriser ces 50 000 euros et ensuite peut-être les mettre typiquement, si je sais que j'ai un an devant moi, sur des fonds en liquidité qui vont travailler à des taux de croissance faibles, mais sur lesquels, même en cas de crise, je suis sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, encore une fois, le métier de gestionnaire de portefeuille, c'est à la fois être capable de prendre en compte des facteurs conjoncturels économiques et à la fois, de manière au moins aussi importante, prendre en compte des facteurs personnels de nos clients. Ok. Donc là, on est justement après la mini-correction des marchés. Ouais. J'imagine les portefeuilles sont d'office aussi impactés, forcément, mais ont aussi corrigé. Est-ce que dans ce temps de crise-là, vous réadaptez les portefeuilles à la volée, ou est-ce que vous diminuez votre exposition sur certaines actions? Est-ce que vous réajustez certains portefeuilles à la demande des clients ou juste vous pour diminuer le risque de votre exposition générale? Alors, oui, évidemment qu'on va parfois modifier l'exposition de nos clients, surtout quand on a des événements importants comme celui-là. Il n'empêche que moi, la plupart des clients avec qui je travaille sont quand même investis sur le long terme. Okay, quand on analyse, aujourd'hui, sur un index majeur type S&P 500, on va être peut-être à 8% de baisse par rapport à ce qu'on était en janvier. Et on va être en fait à un niveau qui est comparable à celui auquel on était il y a 6 mois à peu près. Ça veut dire que finalement on a entre guillemets perdu 6 mois, mais on a quand même des bonnes perspectives de croissance. Et encore une fois, si on se projette sur le long terme à 10, 15 ou 20 ans, finalement il n'y a pas de raison majeure d'aller modifier en profondeur le portefeuille de nos clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au final, il y a quand même une grosse majorité du capital avec lequel on travaille qui est confié à des gestionnaires de fonds. Les plus connus, c'est en France Natixis, au niveau mondial, du JP Morgan, BlackRock, etc. Le métier de ces gestionnaires de fonds, c'est pour le coup, eux, de réagir un peu dans l'instantané et de repositionner leur portefeuille à eux, qui parfois représente qu'une fraction du portefeuille de notre client, mais il n'empêche que si je suis investi à 10% sur un BlackRock US Equities, finalement, le métier peut-être du gestionnaire BlackRock US Equities, c'est aussi de dire, ok, je vais peut-être me désengager un peu de l'industrie et je vais peut-être me diriger un peu plus vers les biens de consommation et la nouvelle technologie. Et là, pour le coup, on délègue aussi une partie de ce travail-là à ces gestionnaires de fonds qui ont des armées d'analystes qui sont capables surtout de réagir en temps réel. Et le lendemain d'annonce des premiers cas en Italie ou en Corée du Sud, ont été capables de se désengager parmi les premiers de ces positions qui étaient des positions à risque. Oui. Et puis même de toute façon, j'imagine qu'un expatrié qui vient te voir et qui dit « moi j'ai plus un profil bon père de famille, je dois avoir un portefeuille équilibré », je vais avoir par exemple des obligations, de l'or sur du long terme, enfin on va dire être investi de manière pondérée, équilibrée. Vous êtes aussi capable de les conseiller et d'avoir pour le coup, dans le cas de crise comme ça, un portefeuille qui subit moins les écarts de volatilité et au final de bien passer la crise, enfin de ne pas être plus inquiété que ça. C'est sûr. Alors de manière, il est certain que il y a eu cette crise du coronavirus. Je veux dire, ça fait de secret pour personne qu'il y en aura une autre. Il y a eu les subprimes d'avant, il y a eu la bulle Internet encore avant, etc. Donc, il y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une autre crise. Okay, et ça, c'est évidemment un facteur qu'on prend en compte dans la construction des portefeuilles. Et donc, l'idée, c'est de dire, encore une fois, on est capable de sécuriser une partie de l'épargne, typiquement sur de la commodities comme l'or, comme des bons du trésor, parce qu'on sait qu'à un moment donné, notre client va peut-être avoir besoin d'accéder à son épargne et il faut qu'il y ait une partie de l'épargne qui soit protégée. Le reste, par contre, on est capable peut-être d'attendre un peu plus longtemps et on sait que les marchés ont de toutes les manières une tendance haussière. Hein, si tu regardes le Dow Jones depuis 1929 jusqu'à aujourd'hui, il n'empêche que la tendance, elle est à la hausse. Et donc, on sait qu'on est capable d'attendre peut-être sur la partie action qui est plus exposée et qui a subi
de manière plus importante la crise, que sur cette partie action-là, on est capable d'attendre un peu que finalement les marchés reprennent un peu des couleurs sur ces sujets. Ok. Pour un investisseur qui serait plus, on va dire quelqu'un qui aime les choses tangibles, est-ce que vous allez plus lui conseiller d'être investi sur un ETF REIT, donc quelque chose qui fluctue en fonction du cours de l'immobilier de certains pays, ou d'acheter de l'immobilier physique? Est-ce que vous aidez les étrangers aussi à investir dans l'immobilier physique pour quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler de la bourse, qui est très... vous le faites aussi, ouais? Ouais, alors c'est un sujet qui est intéressant parce que de toute manière, dans une stratégie de diversification, quand on dit ok, on va acheter un peu d'obligations, un peu d'actions, un peu d'or, etc., on est déjà dans cette logique-là de dire ok, je me diversifie. Il n'empêche que un patrimoine qui est bien géré, c'est un patrimoine qui est diversifié aussi sur différents types d'actifs et de dire ok, je vais pas que faire de l'investissement financier, je suis aussi capable d'investir une partie de mon patrimoine dans l'immobilier physique, dans la pierre, et pas uniquement dans de l'ETF IMO ou même du fonds d'investissement immobilier comme ça existe. Et donc on est capable aussi d'accompagner nos clients sur de l'immobilier pur. Et dans ces cas-là, alors là pour le coup, en général, on est un peu plus sectorisé, c'est-à-dire que c'est un peu moins mondial. On essaye d'identifier des zones dans lesquelles il y a des investissements intéressants d'un point de vue immobilier. En ce moment, c'est principalement Angleterre, Allemagne, parce qu'ils présentent, encore une fois, on prend en compte un certain nombre de critères, mais une stabilité forte, des attentes en tout cas des perspectives en termes de croissance qui sont intéressantes aussi, et puis en général un cadre fiscal qui est encourageant sur le neuf. Et donc on est capable comme ça de travailler avec des partenaires locaux, des promoteurs, des courtiers en prêt immobilier, des gestionnaires aussi immobiliers qui vont gérer la partie location pure, et finalement d'offrir des produits qui sont packagés en fait pour nos clients et de dire ok, voilà, on investit à Berlin sur un appartement qui vaut 200 ou 300 000 euros, voilà les conditions d'obtention de prêt, et même pour des gens qui sont en contrat local au Vietnam ou en Thaïlande ou ailleurs, c'est possible d'y accéder, et finalement on devient propriétaire d'un appartement à Berlin ou à Birmingham via, encore une fois, Devers et ses partenaires locaux sur place. Okay. Il y a besoin de se déplacer? Est-ce qu'on peut maintenant, avec les signatures électroniques, est-ce que tout marche par entre guillemets call et visio et tout ça? Alors, il y a un certain nombre de clients qui aiment bien se déplacer parce qu'ils ont envie de voir aussi le promoteur, ils ont envie de voir le site, ils ont envie de voir comment les travaux avancent, ce que je comprends très bien, surtout quand on commence à investir dans l'immobilier, c'est aussi qu'on aime bien le tangible. Donc, il y a évidemment un certain nombre de gens qui se déplacent, mais c'est possible, et surtout, comme tu l'as dit, via maintenant des protocoles DocuSign, Adobe, etc., de signature électronique, c'est possible de tout faire à distance. Et donc, pour des gens qui aussi perçoivent cette partie immobilière comme purement une logique d'investissement, et non pas, encore une fois, forcément comme un endroit pour habiter, on n'est pas trop dans cette logique-là, donc plutôt dans le fait de dire, ok, je vais faire de l'investissement locatif, on peut tout faire à distance, il n'y a pas besoin de se rendre sur place. Okay. Ouais, c'est intéressant parce que je suis justement beaucoup contacté par des expatriés qui petit à petit se posent ce genre de questions, ouais, et se disent l'immobilier au Vietnam, je le sens pas, ou alors la règle par rapport aux étrangers est délicate, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? C'est difficile de prévoir. Alors que justement se reposer sur des zones géographiques où on sait que c'est stable, où on sait qu'on peut bénéficier de crédits immobiliers. Quels sont les taux pour, disons, quelqu'un qui travaille ici, qui a un CDI? Il peut prétendre à quel taux, et quel est l'apport initial quand même qu'il doit fournir? Alors, en général, l'apport initial se situe aux alentours de 30%. Donc, c'est une somme qui est relativement conséquente. Et si on compare à la France, en général, on est plutôt sur des niveaux minimums aux alentours de 10%, donc c'est un peu plus engageant. Et ensuite, on a des taux sur, encore une fois, des gens qui sont en contrat local ici, qui sont capables de tourner aux alentours de 1,3%. Donc c'est largement compétitif. Et encore une fois, ça repose aussi sur le fait que nous, Devers, on va négocier auprès de ces courtiers en Allemagne, en Angleterre, des taux qui sont intéressants parce qu'on a
un volume de clients qui est important et donc ils sont capables d'aller eux-mêmes négocier auprès d'institutions financières des taux qui sont intéressants. Pour revenir sur la question du Vietnam, c'est clair que on est là encore dans des logiques qui sont un peu différentes. En investissant en Europe, dans l'immobilier européen, on veut une croissance stable, on veut des règles sur l'encadrement des loyers, des locataires, etc., qui soient bien définies. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée d'investir dans l'immobilier au Vietnam, parce que évidemment, quand on regarde les croissances sur les 5 ou 10 dernières années, c'est clair que ça donne envie. Après, il faut être conscient que ça comprend une part de risque qui est beaucoup plus importante. Et en plus, l'autre désavantage, c'est qu'en général, pour un étranger, obtenir un prêt ici auprès d'une institution bancaire ou financière vietnamienne, c'est quasiment impossible. Et puis juste les taux qui sont attribués aux personnes, on est sur 10-15%. Donc forcément, voilà, s'appuyer sur des partenaires et sur des institutions financières à l'étranger et pouvoir, en tant qu'expatrié, tout au long de notre carrière, pouvoir investir dans l'immobilier, potentiellement même si les appartements ont bien été choisis, avoir des cash flows positifs tous les mois, c'est quand même quelque chose intéressant à considérer, je pense. Ouais. Et à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu multicarte, c'est-à-dire quelqu'un qui serait plus, on va dire, appétant au risque, vous pouvez plus l'aiguiller vers le stock market, investir en bourse, à nouveau avec différents profils de risque, donc quelqu'un qui à nouveau qui veut moins de volatilité, qui veut être un peu plus serein, vous avez des choses à lui proposer, et quelqu'un qui reste à nouveau plus, qui veut toucher son bien immobilier, vous êtes en mesure de l'accompagner. Exactement. Après, c'est vraiment le principe de Devers. On a mentionné que quelques-uns des services finalement qu'on propose, parce que en fait, l'offre est hyper large et on est capable de travailler sur des questions de succession, on est capable de travailler sur des questions d'assurance, on est capable de travailler sur des questions de logistique bancaire, de transfert de devises. La liste est finalement assez longue. L'idée étant de devenir en fait un point de contact ou un point d'entrée unique pour toute la galaxie de services financiers, fiscaux dont un expatrié peut avoir besoin tout au long de sa carrière. Ok. C'était intéressant en tout cas. Merci. Merci pour l'échange. Et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions. Je ferai suivre les questions. Et c'est pareil, regardez dans la barre des descriptions, je vous mettrai quelques ressources et aussi un formulaire si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra en discuter en privé. Et puis si jamais vous avez des besoins pour Antoine, je ferai suivre tout ça à Antoine. Merci à nouveau Antoine pour l'interview. Et puis on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. Super. Merci, au revoir.